Dans cette vidéo, sur la rhétorique et les recettes des écoles antiques, vous allez découvrir la partie de la rhétorique que l'on appelle en latin l'inventio ou le récit en grec. Alors, de quoi se compose l'inventio? Eh bien, l'inventio, euresis en grec, c'est au brouillon la première étape de la rhétorique. Avant de composer un discours, on doit s'y consacrer. C'est en fait au brouillon la recherche du genre du discours et de son type, des différents arguments qui vont le constituer, des preuves que l'on va apporter à l'auditoire et des topoi, c'est-à-dire des lieux communs que l'on va pouvoir mettre en avant dans l'ensemble du discours. Commençons donc par le genre du discours. On distingue 3 genres de discours différents selon le type de public auquel le discours de l'orateur sera adressé. Lorsque vous adressez au juge devant un tribunal, votre discours portera sur le juste ou l'injuste. On dira alors que le juste ou l'injuste sont les valeurs véhiculées par le discours. Le discours sera donc là pour accuser ou défendre. Voilà l'acte qu'il mettra en œuvre. Le discours parlera donc du passé. C'est le temps auquel il se consacrera. Enfin, puisqu'il s'adresse au juge d'un tribunal, on dit que le discours appartient au genre judiciaire. Deuxième genre de discours, un discours qui s'adresse à l'Assemblée ou aux sénateurs. Dans ce cas-là, on va garder la valeur, l'acte, le temps et le genre, mais leurs contenus vont changer. Cette fois-ci, le discours portera sur l'utile ou le nuisible. Il aura pour but de conseiller ou de déconseiller. Il portera sur le temps à venir, donc sur le futur. Il appartiendra donc au genre délibératif, puisqu'on délibère sur ce qu'il faut faire. Enfin, troisième type de discours, le discours qui se produit devant un auditoire divers. Dans ce cas, il porte sur le noble ou l'ignoble. Il est là pour louer ou blâmer. Il parle donc du présent. On appelle cela le discours épidictique. Dans l'inventio, donc, voici les différents genres possibles des discours. Regardons maintenant les différents arguments que les orateurs peuvent employer tout au long du discours. Ces arguments, là encore, sont au nombre de 3. Premier type d'argument qui s'appuie sur la raison. On dit alors que l'argument est logique. Deuxième type d'argument, un argument qui s'appuie sur les émotions. L'argument est alors pathétique. Troisième type d'argument, on s'appuie sur la moralité, c'est-à-dire sur ce que l'auditoire va juger bon ou mauvais. L'argument est alors éthique. Le but de l'argument logique est de faire réfléchir l'auditoire. L'argument pathétique cherche à l'émouvoir, tandis que l'argument éthique cherche à bien le disposer. Voilà pour les différents arguments d'un discours. Les preuves désormais. Elles sont de 2 types. Tout d'abord, on distingue les preuves extrinsèques et les preuves intrinsèques. Les preuves extrinsèques sont extérieures au discours. Ça peut être des témoignages, des aveux, des lois, des contrats, c'est-à-dire tous ces éléments qui sont en dehors du discours et que l'orateur va choisir de mettre en lumière dans son discours. Et puis, les preuves internes au discours, ce sont les conclusions auxquelles l'orateur arrive après mûre réflexion. Prenons un exemple. Regardez cet extrait du Cid, acte 2, scène 8 de Corneille. Don Diègue, père de Rodrigue, discourt devant le roi pour demander grâce pour son fils Rodrigue, qui a tué pour lui son ennemi. Don Diègue cherche donc à disculper son fils en avançant devant le roi que c'est lui seul le responsable de la mort de son ennemi. Ainsi, il avance selon une argumentation simple. Il utilise d'abord des preuves extrinsèques, c'est-à-dire des faits. Il m'a prêté sa main, il a tué le comte. Ce sont des faits attestés qui sont bel et bien arrivés dans la réalité et auxquels on peut faire référence. À cela, il ajoute des preuves intrinsèques, c'est-à-dire des déductions, des éléments qu'il déduit de son discours. Le but, c'est de persuader le roi de punir Don Diègue, c'est-à-dire lui-même, et non son fils. Voilà pour les preuves.
Les topoi maintenant. Les topoi, ce sont les lieux communs, c'est-à-dire des espèces de post-it qui sont à disposition de l'orateur et qu'il peut utiliser à tout instant dans son discours pour continuer de convaincre. Ça peut être des expressions populaires, des sentences, qui peut le plus, peut le moins, qui vole un œuf, vole un bœuf. Cela peut être aussi le recours à des légendes et des mythes, des histoires que tout le monde connaît et auxquelles chacun pourra s'identifier. Ou alors, le recours à des questions types que l'on appelle souvent des questions rhétoriques. Voilà, vous connaissez désormais les recettes de l'inventio dans les écoles de rhétorique antique.